Écoutez ce que dit le président Trump, qui mise beaucoup, qui fonde beaucoup d'espoir sur une lassitude de la guerre à la fois des Ukrainiens et des Russes, dit-il. Ils veulent que cela cesse. Ils veulent tous que cela cesse. Je le veux. Je pense que le président Poutine le veut aussi. J'ai eu de bonnes discussions avec la Russie. Et je pense qu'ils aimeraient revenir à un mode de vie plus normal. Et partons pour Moscou immédiatement où vous êtes, Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme Garraud. Pendant que vous parlez, j'aimerais qu'on voit les images à Berlin, les suites des négociations où se trouvaient tous les Européens, où se trouvait Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Trump, Jared Kushner, le gendre du président. Comment ce soir, quel est le service après-vente qui a lieu ce soir à Moscou ? Alors, étant donné qu'on ne connaît toujours pas précisément le contenu des négociations américaines, on n'a pas de réponse très franche de la part des Russes, mais vous avez eu quand même dans la journée une réaffirmation des anciennes positions. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov, a dit par exemple deux choses: qu'il était déjà hors de question d'avoir un compromis territorial, que ce soit sur les terres ukrainiennes occupées par l'armée russe ou même sur le Donbass, encore sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Même chose, on en parlait d'ailleurs hier soir, je me souviens pendant votre émission, la Russie ne signera pas de traité de paix qui prévoit le déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien. On sait que c'est un souhait cher, notamment du président français Emmanuel Macron, mais pour les Russes, c'est niet. Donc voilà, on savait déjà tout ceci, puisque ce sont d'anciennes positions russes, et l'enthousiasme américain est assez étonnant. Alors ceci dit, hier, on ne parlait pas du tout des négociations à la télévision. Ce soir, c'était au journal télé. Ce matin aussi, dans la presse, on parle enfin de Berlin un jour après. Qu'est-ce qu'on dit ? Niet. Vous pouvez répéter, excusez-moi, je parle en même temps. Qu'est-ce qu'on dit au journal télévisé ? C'était tout à l'heure, j'imagine. Oui, alors c'est un récapitulatif plutôt factuel de ce qui a été annoncé par les Européens, notamment sur les garanties de sécurité. Puis vous avez ensuite, évidemment, les déclarations de Ryabkov et aussi du Kremlin, puisque le porte-parole Dmitry Peskov a dit ce soir que la participation des Européens à ces pourparlers, je cite, est de mauvais augure. Donc on voit que c'est quelque chose qui embête vraiment les Russes. Et le Kremlin a également prévenu qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, ni pour Noël, ni pour ces négociations. Claude Blanche-Maison, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez ambassadeur à Moscou, vous signez fragment d'un parcours aventureux au fil des bouleversements du monde, c'est aux éditions Temporis. Comment est-ce que vous comprenez le silence apparent de Moscou ? Ils savent bien, Moscou, que la terre entière attend leur réponse ou leur demi-réponse, demi-accord ou demi-refus. Ils se taisent. Écoutez, il y a un processus qui est en cours. Le processus, il a été marqué par le 15 août, évidemment, où là, Trump, mal conseillé par Witkoff, a échoué, a arraché un cessez-le-feu sec. Et puis, il y a eu ensuite les fameux 28 points soi-disant américain, assez largement russe, mais dans le fond, Witkoff laisse entendre que c'était une habileté, que dans le fond, c'était pour attirer les Russes dans la négociation. Et puis finalement, les Occidentaux ont pu faire corriger, les Européens et les Ukrainiens, ont pu faire corriger ces 28 points, et on ne sait pas exactement jusqu'où, puisqu'on n'a pas de nouveau texte. C'est ce que dit d'ailleurs votre correspondant à Moscou. Mais on a quand même des idées sur ce qui est, parce qu'il y a quand même des fuites, il y a des gens qui ont essayé de reconstituer ce qui s'était passé, et ça n'est pas fini, puisque les Ukrainiens et les Américains doivent se retrouver le week-end prochain en Floride, à Miami. Donc un processus est en cours, et ce processus n'est pas mauvais, puisque ça permet d'aboutir à une position ukrainienne qui soit renforcée par rapport à ce que Trump était prêt à accepter en réalité cet été. Avec l'aide des Européens, Volodymyr Zelensky, qui est très habile dans le fond, a réussi à remonter le courant et assez bien. Alors évidemment, Peskov a beau jeu de dire quand les Européens s'en mêlent, évidemment c'est mauvais signe parce que ça va dans le mauvais sens, bien sûr. Mais d'un autre côté,
quel accord pouvait-il espérer sans participation de l'Ukraine? Il fallait bien faire entrer l'Ukraine indirectement dans la négociation, et c'est ce que les Ukrainiens ont obtenu finalement des Américains, et c'est ce à quoi les Européens les ont aidés. Donc ça a été utile, c'est une phase utile, mais on est très très loin, bien entendu, d'un accord. Très loin pour beaucoup de raisons, parce que effectivement, Ryabkov a beau jeu de dire nous, on n'a pas changé de position, c'est-à-dire que on veut le Donetsk tout entier, par conséquent il faut que l'armée ukrainienne se retire et nous le donne, on veut la neutralisation de l'Ukraine, on veut des élections en Ukraine, et on ne veut pas de troupes étrangères en Ukraine. Écoutez Zelensky, parce que Zelensky tient bon, c'est-à-dire il a la pression, on comprend très bien que beaucoup de ceux qui sont là lui disent « Allez, il va falloir faire des concessions, transiger », et il résiste. Écoutez comment. La Russie a envahi notre pays. Elle détruit nos villes, nos villages. Elle tue des Ukrainiens, nos enfants, tout en exigeant que nous lui cédions des parties de notre territoire qu'elle n'a même pas réussi à conquérir. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut défendre ? Il peut défendre les territoires ukrainiens, les garanties de sécurité. En fait, on est un peu dans la quadrature du cercle, parce que les Ukrainiens ne veulent pas céder de territoire et ils veulent des garanties de sécurité extrêmement fortes, qui soient véritablement, qui les protègent véritablement de la Russie. De l'autre côté, les Russes veulent les territoires, et à chaque fois qu'il y a une avancée sur les garanties de sécurité, ils reculent eux aussi, parce qu'ils ne veulent pas des garanties de sécurité. Tout simplement parce qu'une fois qu'il y aura un cessez-le-feu, peut-être une vague paix, Vladimir Poutine veut repartir à l'attaque, il veut conquérir toute l'Ukraine, si ce n'est militairement, au moins politiquement, au moins toute la région de la Novorossia jusqu'à Odessa, et il est hors de question pour les Russes de lâcher le moindre pouce de terrain, là aussi. Et puis, sur le terrain, justement, aucune des deux armées n'a le dessus sur l'autre. En fait, il y a une espèce d'équilibre des forces qui est mortel pour les Ukrainiens, mais totalement indifférent pour les Russes, qui continuent à avancer en grignotant des centimètres, voire même, comme on l'a vu à Kupiansk, en reculant. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet du président de la République hier soir qui dit on soutient l'Ukraine, etc. Mais il n'y a pas un mot sur l'intégrité territoriale. C'est-à-dire ce sujet-là, quand même, c'est un pays souverain. On va devoir se méfier de les Européens disaient toujours intégrité territoriale. Ça voulait dire reconquérir tout ce qu'on voit là en orange ou en rose. Et les Européens ne disent plus ça. Non, mais comme je disais, un processus est en cours, et en effet... ça veut dire quoi, un processus est en cours? Parlez en français. Nous sommes des êtres humains, vous savez. S'habitue. Je sais que pour un diplomate... Non, mais il se passe quelque chose. Parlez-nous simplement... On s'habitue à l'idée qu'en effet, les territoires que la Russie a conquis, elle va continuer à les administrer pendant un temps indéterminé. C'est quoi un temps indéterminé? Notre seul point, c'est que... Il est tellement habitué au communiqué Quai d'Orsay qu'il a les formules... évidemment, c'est une information professionnelle. Ça veut dire combien mais le seul point auquel on tient vraiment, c'est qu'il ne peut pas y avoir de reconnaissance déjurée de cette annexion. Et encore une fois, là-dessus, Trump a largement flotté. Monsieur l'ambassadeur, pardon, vous savez très bien que vous n'allez pas aller devant ces gens en disant... Je vous rassure, l'occupation russe, ce n'est pas de jure, c'est seulement de facto. Bonne chance. Mais ça change beaucoup de choses quand même. Pour ceux qui sont ça permet de mettre dans un coin d'un traité de paix la reconnaissance du principe, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'intégrité territoriale un jour. Et un jour, c'est quand? important. Allez, disons les choses. Dans les accords de Minsk, qui sont critiqués. Un jour, c'est quand? À l'aune de la guerre froide, c'est au moins plusieurs dizaines d'années. Ouais, 70 ans. Et l'histoire nous apprend que c'est plutôt des siècles. Les Pays-Baltes sont un bon exemple. C'est plutôt des siècles. Un siècle, c'est à peu près la mesure de ces grands changements géostratégiques. Donc, ce que vous dites là est terrible, c'est-à-dire on comprend qu'on est passé de intégrité territoriale à peut-être une occupation de fait qui peut durer un siècle. Et surtout donner des territoires qui ne sont pas encore conquis par l'armée russe. Ça, on verra ce qui est négocié, mais là où l'armée russe est, ça peut durer un siècle. Ah ben largement, oui. Oui, enfin, l'Allemagne de l'Est, ça a duré moins longtemps. Oui, la guerre froide, quoi. L'Allemagne de l'Est, ça a duré moins longtemps. Et personne s'y attendait. Les Pays-Baltes. C'est pas pareil. C'est une question aussi des jures, c'est quand même assez important. Moi, dans les Pays-Baltes, par exemple, les Américains n'avaient pas reconnu l'occupation soviétique. Les Pays-Baltes s'en souviennent encore aujourd'hui. Et le fait que Trump a vacillé, plus que vacillé, il était prêt justement à donner estampiller des jures, c'est à la Russie, pose un certain nombre de problèmes, même en interne aux États-Unis. Il faut pas oublier. Est-ce qu'on va être... Regardez cette image, petite image historique, c'est De Gaulle qui va à Moscou en 1944, et c'est un des moments les plus tragiques, enfin les plus forts en tout cas de la Seconde Guerre mondiale. On est en décembre 1944, et Staline veut absolument qu'il cède sur la Pologne, et De Gaulle veut absolument son traité. En fait, la France va un peu céder, parce qu'en réalité, elle va être la première à reconnaître le gouvernement communiste
sur la Pologne. Après, les autres vont faire pareil, mais enfin, la France va être la première. Oui, enfin, Georges Bidault qui négociait a tenu bon, et le général de Gaulle, à l'avant-dernière session de négociation, est venu lui-même et a dit à Staline: Monsieur le maréchal, je viens vous dire au revoir, je prends mon avion tout à l'heure. Il n'y a pas de possibilité d'aboutir à un accord. Et Staline a canné. Notamment sur le fait que De Gaulle voulait un accord en fait de coopération avec la Russie. Et effectivement, Staline a canné parce qu'il voulait pas que De Gaulle s'en aille et qu'il ne se soit rien passé. Chacun a cédé un peu, mais est-ce qu'on pouvait à l'époque, de la même façon maintenant qu'on pourrait dire non, on refuse l'occupation russe, est-ce qu'on pouvait à l'époque dire on refuse l'occupation soviétique sur la Pologne? Ce qu'on peut faire, c'est refuser de signer l'accord que les Américains et les Russes voudraient nous imposer. Parce que ça n'est pas, en effet, Munich, c'est Yalta. Et ça, aujourd'hui, on peut dire, c'est très simple, on n'est pas à la table de négociation, par conséquent, on ne signe rien. Et par conséquent, le traité ne pourrait pas s'appliquer. En fait, c'est Munich et Yalta, parce que Yalta pour évidemment les zones d'influence, la Russie qui récupérerait l'Ukraine, et Munich dans le sens où par la suite, Vladimir Poutine va continuer. Tout le monde en est aujourd'hui convaincu. Tous les services secrets occidentaux en sont convaincus. Et d'ailleurs, son homme lige, Sergueï Karabanov, l'écrit noir sur blanc, en tout cas le dit à la télévision, nous sommes en guerre contre l'Europe et nous allons continuer. Non, on ne peut pas miser sur le démantèlement du système russe, j'allais dire soviétique, c'était le cas à l'époque, du système russe. C'est ça la clé. Est-ce que ce système va durer? S'il dure, on en aura pour longtemps. Évidemment, il peut y avoir... On a de bonnes surprises parfois. Enfin, je veux dire, la chute du mur de Berlin n'est pas tombée comme ça par hasard. C'était une pression démocratique très forte de la RDA, justement. Donc, si on garde un peu d'espoir... Mais il faut être clair, je crois qu'on est parti pour longtemps, quoi. L'alarme générale, elle sonne à Paris, elle sonne à Berlin, elle sonne à Londres. Vous allez entendre le chef d'état-major des armées britanniques qui dit qu'il faut être prêt à se battre sur un ton, disons, de tragédie qu'on avait rarement entendu jusqu'à présent. For 3 decades, many did not have to think about the armed forces. Peace was stable. Conflict was distant. But that is no longer true. I will argue that the situation is more dangerous than I have known during my... Voilà, on entendra plus tard sa déclaration, mais je vous lis en substance. Il dit « Davantage de familles devront comprendre ce que signifie le sacrifice pour notre nation ». J'aimerais vous soumettre une question. J'étais frappé tous ces derniers jours des variatants, une sorte de Kriegspiel. Que se passe-t-il si demain les Russes, on va regarder la carte, tentent un coup sur l'Estonie, sur les Baltes, et je suis frappé de voir que les généraux, les diplomates, ça ont plusieurs réponses. Si là, ce soir, il y a une opération russe pour entrer à l'intérieur du territoire estonien, qu'est-ce qui se passe? Il est évident qu'on doit y aller. Alors ça se passe évident. comment? Le lendemain, voilà, demain matin, il se passe quoi? Il est évident qu'on doit y aller. On est déjà sur place. Expliquez-moi, j'ai vraiment ce qui se passe. Demain matin, il se passe quoi? Il se passe que d'abord on a déjà des troupes qui sont prépositionnées dans les pays baltes, et puis qu'en effet il n'est pas possible d'accepter que la Russie fasse une attaque armée contre les pays baltes. Mais je vous rassure tout de suite, elle ne le fera pas. Vous me répondez par des principes, c'est-à-dire vous ne me répondez pas exactement. Il y a une réunion de l'OTAN. Il faut y aller militairement. Oui, il faut y aller, bien sûr. Non, mais c'est quoi? C'est une réunion de l'OTAN qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y aura une réunion sur l'article 5, très certainement. Donc soyez précis. C'est quoi une réunion? Le général qui connaît le Alors, mieux, général. L'Estonie demandera l'application de l'article 5 et il y aura un débat pendant ce temps-là. J'aimerais que vous soyez encore plus précis. Il y a une réunion à Bruxelles, c'est ça? Réunion à Bruxelles. Normalement, et c'est là que les conditions dans lesquelles la Russie rentrait changent complètement la donne. Soit il rentre d'une manière visible et déterminée, il n'y a pas de doute. On se doit, moralement, et c'est ce à quoi il faut préparer la population, à soutenir un des pays de l'OTAN qui est attaqué. On ne le dit pas assez, c'est ça notre engagement au sein de l'Alliance Atlantique. C'est ça que disait le général Mandon. On peut aller... Donc, encore une fois, pardon, c'est important les principes, mais là, on est vraiment dans le déroulement. Donc, il y a une réunion de l'OTAN. Voilà. Est-ce qu'il faut l'unanimité? Non, pas du tout. Donc les parce pays que qui le veulent... l'unanimité, elle a été écrite dans le statut. L'article 5 crée l'unanimité de la défense collective. Sinon, la défense collective, maintenant, chaque pays peut répondre différemment. C'est moyen. Alors, il y a des plans, heureusement, parce que s'il fallait attendre que tout ça se mette en place, et c'est le commandement suprême des forces en Europe qui a ça en main. Mais attention, parce que les Russes
qui connaissent très bien et qui mettent en place des politiques et des attaques hybrides, peuvent très bien rentrer avec des petits bons hommes verts. Je l'ai entendu ça dans les états-majors. De petits bons hommes verts, nous refaire le coup de l'Ukraine. Et là, l'article 5 est beaucoup plus compliqué à appliquer. Est-ce que là, la voix des Américains est déterminante ? Oui, mais ça va avoir pour premier effet, première victime collatérale, l'explosion de l'OTAN. Parce que tous les pays n'iront pas. On peut même se demander combien de pays iront, et dans des conditions extrêmement compliquées. Parce que, vous voyez, si jamais ils attaquent l'Estonie, on est tout au nord des pays baltes, s'ils instrumentalisent la population russophile et russophone de Narva, comme on en parle souvent sur ce plateau, on fait quoi ? On sera plus dans, comme le disait le général, quelque chose qui s'apparentera à du maintien de l'ordre qu'à de la guerre pure et simple. Ça, c'est le premier point. Ce sera extrêmement compliqué d'agir dans un espèce de brouillard, comme en Crimée, comme dans le Donbass, où on n'est pas du tout intervenu. Et puis, ensuite, si jamais une véritable guerre se déclenchait, les troupes de l'OTAN, les soldats français et d'autres disponibles sur place sont très peu nombreux face à une armée russe qui est en train de se masser, notamment au Bélarus. Pas tellement sur la prévie, mais vraiment ce qui se passe venir exactement. des troupes supplémentaires. Donc il y aurait une première réunion et il y aurait une division de votre point de vue entre les gens. Oui. Et vous ? Moi, je pense quand même, cette question des États-Unis est bien sûr importante, mais il ne faut pas oublier que les pays baltes ont quand même une relation un peu privilégié avec les États-Unis, que le Congrès essaie de maintenir, justement. C'est une des éléments le budget de défense qui est en débat aux États-Unis. C'est-à-dire, ils veulent quand même garder leurs pieds, pour des raisons aussi liées à tout ce qui est l'Arctique et le Nord, ils veulent garder leurs pieds dans les pays baltes. Donc, je suis moins sûr que les États-Unis seront tout de suite prêts à lâcher. Peut-être pas intervenir avec des boots on the ground, des soldats, comme on dit. Avouons que si des officiers russes... du renseignement, mais là, si des officiers russes... Elisabeth Schäfer-Salam, si des officiers russes vous écoutent, ils se disent que la réaction n'est pas très unanime. Il y en a un qui dit... Vous me dites, mais attention quand même, il faut bien savoir que les balles... Je finis, c'est-à-dire que les pays baltes sont très conscients de ça. C'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup d'accords, d'organisations avec les pays scandinaves, avec les Britanniques et avec les autres pays européens. Il y a quand même dans les pays, dans le Baltique et dans les pays baltes, il n'y a quand même pas simplement l'OTAN, il y a d'autres accords régionaux qui sont très importants. Donc il y a quand même une proposition Les Finlandais pourraient les aider rapidement. Les Suédois. Je me rappelle quand même, je me rappelle le secrétaire général adjoint de l'OTAN sur cette même antenne il y a quelques mois qui disait si les Russes tentent quelque chose, dans les minutes qui suivent, c'est un pour tous pour un, c'est les mousquetaires. Et là, ce que j'entends là, c'est pas tout à fait les mousquetaires. C'est lui, il a bon de rapport avec machin, et je vais peut-être l'aider. Dans la minute qui suit une traversée de la frontière, réellement, vous avez les avions de chasse français, allemands, des Pays-Bas, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, qui fondent sur les Russes et qui détruisent toutes leurs lignes de communication sur les arrières. Donc à l'intérieur de la Russie. Dans l'intérieur de la Russie. C'est une attaque, c'est une agression de la part de la Russie sur le territoire européen, même plus important que l'OTAN en l'occurrence. Nos accords de défense sont automatiques. D'après vous, alors c'est la décision qui appartient au président de la République en l'occurrence, mais est-ce que la France irait même seule ? Même si les Allemands disent attendez, il faut voir, il faut discuter, etc. Les Français iraient seuls. Plus on est à l'Est et plus ils vont y aller. C'est à la limite, la question c'est est-ce que le Portugal et l'Espagne ira ? Les Italiens éventuellement. Là pour le coup, il y a aucun doute. Les Finlandais, les Danois. Les Allemands, ils veulent 2 brigades sur place. C'est pas juste quelques centaines d'hommes pour nous. Ils veulent 2 brigades complètes, 15 000 Allemands qui seraient dans les pays baltes. Il me semble qu'il y a une phase qu'on élude, c'est quand même la préparation à la guerre. Les Russes ne peuvent pas concentrer comme ça des forces significatives pour attaquer un pays. Ils sont en train, on verra plus tard dans l'émission qu'ils sont en train de Alors c'est vrai, il se passe des choses en Biélorussie et c'est là qu'il faut être attentif. C'est le renseignement en fait, c'est l'anticipation, c'est ça la clé.